Samedi 13 juillet 2024. Donald Trump est en meeting à Butler, en Pennsylvanie, au nord-est des États-Unis. Il se prépare à prendre la parole devant des milliers de supporters. Sous un soleil de plomb, la foule l'attend depuis le début de la journée. 18h03, il monte sur scène. 18h11, soudain, un bruit éclate, 3 détonations. Trump, avec sa casquette rouge « Make America Great Again », porte la main à son oreille droite et se penche sous son pupitre. Les agents du Secret Service se précipitent vers lui, mais avant d'évacuer, le candidat républicain se redresse et lève le poing vers le ciel. L'image est saisissante. Trump, debout, décoiffé et l'oreille ensanglantée, brandit son poing sous le drapeau américain qui flotte au-dessus de lui. Donald Trump entre à nouveau dans l'histoire. Un événement qui n'est pas sans rappeler l'assassinat du président Kennedy et qui place l'ancien président aux côtés des familles politiques américaines mythiques. Tout comme les Kennedy qui ont forgé une dynastie, Trump veut transmettre son empire à ses enfants. Son plus grand rêve, leur confier les clés des États-Unis. This election is one of the most important in the life of our nation. I support Donald Trump. The one president who had our true trust was President Donald Trump. They're eating the dogs. I support Donald Trump. I think Vice President Harris supports a future for this country where these freedoms and many others will be protected. Thank you. Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election. Le soutien d'une star que l'on adore, ou un mari qui renvoie l'image d'un bon père de famille, parfois ce sont ces détails qui font basculer le vote d'un électeur. Car quand un candidat se lance en campagne, il n'est pas seul, il s'appuie sur tout un clan pour tenter de gagner. À quelques jours du scrutin, on vous brosse le portrait de ces soutiens qui ont pleinement pris part à la campagne américaine. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Opération Maison Blanche, épisode 1, la dynastie Trump. Pour cette série, nous avons nous aussi fait appel à une équipe, les journalistes qui suivent la campagne américaine depuis des mois à l'Express. Et celle qui s'est intéressée au clan Trump, c'est Hélène Vissière, notre correspondante aux États-Unis. La famille Trump, c'est une famille comme l'Amérique les aime. Ultra starifiée et médiatisée, on en connaît de nombreux visages. Melania, l'épouse de l'ancien président, Ivanka, sa fille, et bien sûr ses fils, Donald Jr., Eric et Barron. Et pour transformer la politique et l'Amérique, l'ex-président ne fait confiance à personne, sauf à sa famille. Tel un chef de clan mafieux, il ne jure que par la loyauté. Il place donc progressivement ses proches à des postes clés, à commencer par sa belle-fille, Lara. Parfois, les seules personnes sur lesquelles on peut vraiment compter, ce sont les gens de sa famille. Voilà ce qu'avait déclaré Lara, la femme de Eric, le fils de Donald, dans une interview. Et elle en sait quelque chose, puisqu'elle a été propulsée en mars coprésidente du Comité national républicain, à la tête du Parti républicain. C'est elle aussi qui a organisé la convention républicaine à Milwaukee en juillet. On l'avait déjà vu dans les campagnes précédentes. En 2020, par exemple, elle avait organisé la mobilisation des femmes pour Donald Trump avec un bus qui avait sillonné le pays. Pourtant, Lara Trump n'était pas du tout prédestinée à faire de la politique. Elle est née dans une famille conservatrice de Caroline du Nord. Elle a fait des études de communication, puis ensuite un certain nombre de boulots différents. Elle a été serveuse, elle a été coach de gym, avant de suivre une formation de pâtissière. Et elle a dirigé un temps sa propre PME de décoration de gâteaux. Et puis elle est devenue productrice d'une émission de télévision spécialisée sur les célébrités. Et en 2008, dans une boîte de nuit, elle a croisé Eric Trump, qui est le deuxième fils de Donald Trump, le fils cadet. Et c'est là que son destin politique a commencé à se dessiner. Ils se sont mariés en 2014. Aujourd'hui, elle a 2 enfants et elle est devenue, dans la campagne actuelle, l'un des principaux atouts de Donald Trump. Et désormais, s'il y a bien quelqu'un qui personnifie la Trumpisation du Parti républicain, c'est Lara Trump. Lara Trump a été la première de la famille à s'exprimer lors de la convention républicaine mi-juillet. Elle a un pantalon blanc, chemisier noir avec une broche scintillante aux couleurs du drapeau américain. Cette grande blonde de 41 ans s'est lancée pendant 20 minutes, donc un long discours, dans l'éloge de, je cite, ce père, ce beau-père, ce grand-père merveilleux qui a fait
citation toujours, des grands sacrifices pour sa famille et son pays. But when I look at Donald Trump, I see a wonderful father, father-in-law, and of course, grandfather to my 2 young children, Luke and Carolina. Mais il n'y a pas eu que la convention. En fait, elle est aussi extrêmement présente pour faire la promotion de son beau-père en interview. Et surtout, elle est donc maintenant coprésidente du Parti républicain et elle a pris le contrôle. Elle s'occupe de la levée de fonds pour la campagne. Elle a la main sur les finances du parti. Elle a suggéré, par exemple, quand elle est arrivée, que le Parti républicain pourrait payer une partie des frais d'avocat de Donald Trump. Placer un proche à la tête du parti que l'on dirige, ce n'est pas inhabituel en politique américaine. Tout candidat au présidentiel finit à un moment ou à un autre, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, à placer un proche conseiller, quelqu'un qu'il connaît bien, à la tête du parti et de fusionner les opérations entre sa campagne et le parti. Ronald Reagan avait nommé sa fille Maureen à ce poste, mais cette dernière a gardé un profil bas, alors que Lara Trump, elle est beaucoup plus visible. Mais celui qui a hérité le plus du talent politique du père, c'est un autre membre de la fratrie, Donald Trump Jr. Très impliqué en coulisses, le fils aîné joue un rôle politique de plus en plus important. Donald Trump Jr. a mis beaucoup de temps à trouver sa voie. Mais en 2016, dans la campagne, il s'est découvert un vrai talent politique. Non seulement il est drôle, il est percutant, beaucoup moins filandreux que son père, il est aussi beaucoup plus agressif. On dit qu'il joue le rôle de pitbull et se montre parfois plus Trump que Trump. Et avec sa petite amie, Kimberly Guilfoyle, qui est une ex-journaliste de Fox News de 55 ans, qui elle aussi est très agressive, ils sillonnent le pays et ils font salle comble. Son objectif, aller chercher les électeurs sur tous les thèmes de campagne de son père. Il est aussi bon pour parler aux milliardaires new-yorkais qu'aux ruraux. Parce qu'en fait, c'est un passionné de chasse et de pêche. On voit sur Internet des photos qui le montrent en train de prendre la pose avec la queue coupée d'un éléphant qu'il vient d'abattre. Et il a créé un magazine qui s'appelle Field Ethos, qui est une publication, je cite, pour l'homme décomplexé, qui est truffé de récits de chasse et de pêche haut en couleur. Donald Jr. est aussi très populaire sur les réseaux sociaux. Il compte 12 millions d'abonnés sur X et il anime un podcast qui s'appelle Triggered, dans lequel il attaque férocement et toujours avec beaucoup d'ironie Kamala Harris, mais aussi les migrants, le wokisme, tous les thèmes chers aux conservateurs. We can get into all of the details of what we're seeing come out of the Harris campaign, the deep state, the insanity with Zelensky. We're going to cover all of it tonight, live, 6 p.m. Ce barbu de 46 ans, cette année, a bien plus d'influence par rapport aux campagnes précédentes. Il occupe une position vraiment dominante. D'abord, il a poussé au choix de J.D. Vance, le sénateur de l'Ohio, comme colistier de son père. C'était son copain, mais il y avait beaucoup de réticence au sein de certains républicains qui trouvaient que Vance avait des positions beaucoup trop extrémistes. C'est aussi à Don Jr. Qu'on doit l'alliance avec Robert Kennedy. Kennedy se présentait comme indépendant et Don Jr. et certains membres de la campagne de Trump craignaient qu'il ne leur pique beaucoup trop de voix lors du scrutin. Dernière chose, son père l'a nommé avec Eric, son frère, comme président honoraire de l'équipe qui prépare le second mandat, si bien sûr il est élu. Et donc la mission de Don Jr., c'est de choisir les futurs membres de l'administration et surtout d'empêcher tous ceux qu'il ne trouve pas assez trumpistes. En première ligne, on voit même la fille de Donald Jr., Kai, qui est âgée de 17 ans et que certains militants considèrent déjà comme l'héritière de la dynastie en 2040. Mais toute la famille n'a pas envie d'être sous les projecteurs, ni même de s'impliquer dans la course à la Maison-Blanche. Deux femmes de l'entourage de Donald Trump, jusqu'ici très médiatiques, ont désormais choisi de se faire discrètes. Melania Trump, d'abord, la femme du candidat républicain, a presque disparu des radars depuis son départ de Washington en 2020.
Elle a quasiment disparu de la scène publique. Elle s'est très peu impliquée dans la campagne. Elle n'a pas fait de discours à la Convention en juillet, alors pourtant que c'est la tradition. Et elle est apparue uniquement le dernier soir. Melania Trump est sortie du silence le 10 septembre sur le réseau social X. La tentative d'assassinat contre mon mari fut un moment bouleversant. Maintenant, le silence qui l'entoure est pesant. Melania a refait surface récemment parce qu'elle a un livre à vendre. Elle vient de publier ses mémoires. Elle a fait une campagne de promotion très bizarre avec des clips vidéo cryptiques en noir et blanc, comme des bandes annonces de films d'espionnage. Dans l'un d'eux, elle évoque, je cite, les efforts pour faire taire son mari. Dans un autre, elle parle de la première tentative d'assassinat contre Donald Trump en juillet, affirmant qu'il a sûrement, encore une fois, je cite, bien davantage derrière cette histoire et qu'il faut faire toute la vérité. Ses mémoires sont très creuses. Le seul truc qui a fait beaucoup de bruit, ce sont ses positions sur l'avortement, où elle se démarque de son mari en déclarant que les femmes doivent être, je cite, libres de toute intervention ou pression du gouvernement. C'est un sujet très important, évidemment, dans les élections de novembre, contre Kamala Harris, qui, elle, est très pro-avortement et n'arrête pas d'attaquer les républicains sur ce sujet. On peut évidemment se poser la question de savoir quelle a été la réaction de Donald Trump. Bon, apparemment, ils en ont parlé et il lui a dit « Écris ce que tu crois, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire ». La question, c'est pourquoi elle fait cette déclaration maintenant, à un mois des élections, au risque de s'aliéner à une grosse partie des chrétiens évangéliques qui font la base du Parti républicain. Certains disent que c'était pour adoucir une ligne trop extrême de son mari. D'autres mauvaises langues disent que c'est surtout créer du buzz et faire vendre des livres. On peut dire que le rôle de première dame n'a jamais vraiment passionné Melania Trump. Elle reste à l'écart des caméras et des problèmes judiciaires de son mari. Rappelons qu'il a été condamné pour avoir falsifié ses comptes afin de cacher un scandale avec une star du porno. Mais il y a une autre femme dont vous vous souvenez forcément, Ivanka Trump, la fille de Donald. Sa dernière apparition, c'était à la fin de la convention où elle est montée sur scène avec Melania pour célébrer l'investiture officielle du candidat républicain. Ivanka a annoncé qu'elle ne souhaitait plus jouer le rôle de conseillère auprès de son père dès le départ. Elle a été au cœur de son premier mandat, elle a joué un rôle de conseillère, elle s'est aussi beaucoup impliquée dans les campagnes, mais depuis qu'elle est partie de Washington, elle a regagné la Floride, elle mène une vie dorée de riche et elle a adopté un profil très bas. Elle donne pas d'interview, elle a déclaré qu'elle avait comme priorité ses enfants et sa vie de famille, donc on l'a pas vue pendant la campagne. Elle est venue lors de la convention, mais elle n'a pas parlé et elle n'a peut-être pas non plus lors du procès de son père à New York. Un contraste frappant avec son rôle central lors des campagnes de 2016 et 2020 où elle était toujours aux côtés de son père. Le couple Ivanka et son mari Jared Kushner étaient vraiment très impliqués dans la campagne de 2016 et ils ont été de très proches conseillers de Donald Trump une fois qu'il a été à la Maison-Blanche. Jared, notamment, a eu beaucoup d'impact, visiblement, en tout cas en coulisses. Il s'est occupé des négociations israélo-palestiniennes. Il a eu divers dossiers dont il s'est occupé avec plus ou moins de succès. Mais lui aussi a pris ses distances et ne semble plus vraiment impliqué en politique. Il y a un autre membre de la famille qu'on ne voit absolument jamais, c'est Barron, le plus jeune fils de Donald Trump qui a 18 ans. C'était le seul membre de la famille qui n'a pas assisté à la convention, n'apparaît très peu dans les événements publics. Mais Donald Trump aimerait aussi que certains se fassent discrets, et notamment ces membres de la famille qui ne le soutiennent pas. Comme dans toute famille, il y a évidemment une branche dissidente et qui fait beaucoup de bruit. Fred, le neveu de Donald Trump, a publié récemment un livre peu flatteur sur son oncle, dans lequel il le présente comme un type odieux, raciste. Sa sœur Marie, elle a écrit 3 ouvrages sur le même sujet, tout aussi critiques. Et elle a un blog dans lequel elle attaque l'ancien président de manière très violente. Elle dit par exemple, je cite, « C'est un homme cruel qui se délecte à inciter la violence ». Et elle l'accuse de pré-truquer les élections car, dit-elle, absolument rien ne va l'arrêter pour revenir à la Maison-Blanche. On le sait, Trump, ce n'est pas juste une dynastie politique, c'est avant tout une marque. Et comme tout véritable business, cela renferme des enjeux de survie financière.
L'implication presque totale de la famille Trump dans la réélection du père va donc bien au-delà des convictions politiques. Les Trump, c'est pas vraiment les Kennedy. Ils ont pas la même vision du service public ou même des Bush, par exemple, qui ont fait des sacrifices en devenant gouverneur, parce que la fonction de gouverneur est bien moins payée que celle d'investisseur, par exemple. Les Trump, eux, ils vendent une marque. Et donc, ils ont tout fait pour monétiser les campagnes présidentielles à un niveau absolument sans précédent. La boutique en ligne de Donald Trump, de sa campagne, ça ressemble à une espèce de bazar. C'est à la fois des casquettes et des mugs, mais aussi des parfums, des bibles et des fameuses cartes numériques qu'on peut collectionner, les NFT. Si vous achetez 15 cartes, vous avez en prime un morceau du costume que Donald Trump portait lors de son débat télévisé avec Joe Biden. Tout ça pour la modique somme de $1 485. Au final, personne ne sait vraiment où va tout cet argent. De manière générale, on n'a pas vraiment d'idée des montants de fortune de Donald Trump parce que ses affaires restent très opaques. Encore plus surprenant, la famille vient de lancer une plateforme de crypto-monnaie. C'est assez inhabituel pour un candidat de créer une entreprise en pleine campagne électorale, surtout quand cela pourrait entraîner d'importants conflits d'intérêts. Donald Trump a promis d'assouplir la réglementation de la crypto-monnaie en espérant sans doute pouvoir attirer des fonds et des investisseurs pour financer sa campagne. Les deux individus qui sont en charge de l'entreprise de crypto-monnaie sont des types assez obscurs qui apparemment ont eu d'autres entreprises avant qui n'ont pas connu beaucoup de succès. Mais ça n'empêche, au lancement de World Liberty Financial, donc le nom de l'entreprise, il y avait à la fois Donald Trump et ses deux fils aînés, Eric et Don Jr. Barron n'était pas là, mais son père a dit que c'était un passionné de crypto. Et comme beaucoup d'entreprises des Trump, en fait, ils ont l'air de prêter leur nom à la plateforme. La famille ne possède ni ne gère cette plateforme de crypto. Elle peut cependant toucher des indemnités. Mais après la présidentielle 2024, les Trump peuvent-ils devenir une dynastie politique à la façon des Kennedy ? Si Trump perd, il y a vraiment peu de chances qu'il y ait une dynastie parce que ça voudra dire qu'il aura perdu 2 élections présidentielles et le Parti républicain va être très mécontent et je pense va en avoir assez des Trump pour un certain temps. Mais même s'il gagne, il y a peu de chances que les Trump deviennent une dynastie à la façon des Kennedy. La différence, c'est que les Kennedy, ils avaient été formés, ils ont grandi pour occuper des positions de pouvoir, pour être ministre, pour être président. Ce n'est pas le cas des Trump. Don Jr., qui semble le mieux placé pour prendre la relève, trouve apparemment beaucoup plus drôle et plus lucratif de jouer les provocateurs que de se présenter aux élections et d'avoir à concocter des projets de loi. En quelques années, Donald Trump a donc bâti un clan mafieux plus qu'une dynastie politique. De son côté, Kamala Harris a mis les bouchées doubles depuis fin juillet pour se forger une image politique solide. Et sans surprise, son équipe a choisi d'utiliser la même stratégie de communication, la famille. Quand son adversaire a du mal à faire bonne figure avec 5 enfants de 3 mères différentes et son comportement avec les femmes, Kamala Harris, elle, affiche un foyer soudé. On en parle dans le prochain épisode. Alors pour ne pas rater la suite de cette série, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Opération Maison Blanche est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Agathe Ternier, montée par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros. À demain!